Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Merci d'être venu jusqu'au CCO La Rayole. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit. Donc, pour ceux et celles que j'expliquais, c'est un lieu de création, donc centre culturel communique, qui est plutôt un lieu de création pour les compagnies de danse, de théâtre, de musique, beaucoup, et qui s'est installé dans cette salle, enfin dans cet immense complexe qui est en train de voir le jour et qui, du coup, je trouve, diversifie de plus en plus ses champs d'action. Et c'est un lieu qui est assez chouette à voir et découvrir. On occupe la salle La Rotonde qui va être rénovée après cette rencontre. Donc dès ce week-end, cette salle part en travaux. Et enfin, ce sera encore un lieu où on pourra accéder également au centre, donc ce sera beaucoup plus dynamique. Vous êtes ici dans le cadre du cycle Effondré 3. Je suis Jonathan, le boss du Théâtre du Bruit. On organise et du coup, du 1er au 11 octobre, on a organisé un cycle. Je pense que j'ai vu pas mal de têtes. Je ne vais pas m'y attarder, mais il y a encore plein d'autres événements, même si certaines viennent de s'être annulées, donc on peut faire un petit post ce soir. Voilà, donc l'idée c'est dans ce cas d'essayer, malgré les difficultés actuelles, d'organiser des événements, que ce soit financiers ou préfectoral. Dans tous les cas, c'est pas simple, mais on a voulu absolument maintenir ce cycle. Et c'est pourquoi on est très content d'être accueillis par des lieux aussi chouettes que le CCO, que des intervenants qui ont accepté aussi de jouer le jeu, et Laurent Testo en l'occurrence, donc tu peux enlever ton masque pendant ton rencontre. D'accord, ça ne dérange personne que je parle non masqué. Non, d'accord. Parce que si quelqu'un est inquiet, je le garde. Normalement, tu as droit, dès que tu as 2-3 mètres de distance. Très bien, merci. Du coup, en fait, Laurent est un collaborateur de la première heure. Il était là sur le cycle Effondré 1, il était là sur le deuxième, il est là sur le troisième. Donc on est archi fan de sa parole, et vous le saurez. Là, je te mets un peu le... Et je vais demander d'axer un peu plus son travail. Donc, il est journaliste scientifique et travaille sur une méthode de réflexion sur l'histoire globale de l'humanité, notamment avec un titre qu'il a publié qui s'appelle Cataclysme. Il n'a pas fait que ça, évidemment, mais vous verrez les titres sur le stand de l'esprit libre. Enfin, tout ça pour dire qu'en tout cas, là, je lui ai demandé d'axer son regard sur le rapport que peut avoir l'humanité avec la biodiversité. Et c'est pas un rapport très simple, comme il va sûrement nous le détailler. Et je le remercie encore d'être là. Au cas où, veuillez bien couper vos téléphones portables. Et place à Laurent. Merci. Bon, on m'a condamné à rester près de cette petite machine, donc je ne vais pas trop bouger. Ceux qui sont au fond, je ne sais pas si vous m'entendez bien, sinon il reste de la place devant. Parfait, l'acoustique est bonne. Donc je vais commencer. Alors, je vais parler des relations entre les humains et les écosystèmes, en insistant d'abord sur un premier point, si vous devez retenir quelque chose de cette soirée avant de vous endormir. Un écosystème, ce n'est pas quelque chose de stable, ce n'est pas quelque chose de vierge, d'intouché par les humains. Depuis très longtemps, d'abord bien avant l'apparition des humains, tout écosystème qui se respecte est une dynamique en interaction de différents organismes, des millions d'organismes qui développent des milliards d'interactions à de très nombreuses échelles. Et donc, c'est un peu comme une bicyclette. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, et puis à un moment, ça heurte un caillou. Ça peut être un changement climatique, ça peut être un accident cosmique, une météorite, que sais-je, une explosion volcanique, tellurique. Bref, et ça déraille, ça se simplifie, et puis ça repart. Voilà. Ceci pour casser le dos d'emblée à l'idée que les humains, depuis un temps qu'on pourrait déterminer, ont évolué dans des écosystèmes vierges, ils étaient chasseurs-cueilleurs, ils ne les affectaient pas. Et puis d'un seul coup, boum, il y a eu un truc, ça peut être le capitalisme, ça peut être les religions monothéistes, ça peut être autre chose, qui a fait que les humains ont commencé à affecter les écosystèmes. En fait, pas du tout. Aujourd'hui, on sait par exemple que l'Amazonie, on l'appelle improprement forêt vierge.
L'histoire de l'Amazonie, on va commencer par raconter cette histoire de l'Amazonie. On va commencer par raconter le contact entre les humains et les Amériques, qui sont vraiment pour le coup ce contact avec une espèce qui s'était déjà développée, Homo sapiens, qui était sorti d'Afrique il y a environ 200 000 ans. Les premiers sapiens quittent l'Afrique, se répandent en Arabie, remontent, se diffusent, et il y a probablement 30 000 ans, atteignent les Amériques à travers l'Asie. Ils ont inventé entre-temps l'aiguille à chat, ils ont appris à chasser le grand gibier, ils maîtrisent le feu bien évidemment depuis longtemps, et ils se déploient en Amérique. Et là, c'est une présence à bas bruit, elle est à peine détectable en archéologie. Et puis, il y a 12 000 ans, il commence à arriver une série de phénomènes conjoints. Le premier phénomène, c'est un réchauffement planétaire qui opère depuis à peu près 18 000 ans, qui connaît une brusque rupture il y a 13 000 ans, qu'on appelle la période du Trias récent, qui est une période froide d'environ 1000 ans, et après un réchauffement. Et il faut savoir qu'on sortait alors d'une période de glaciation très très longue à laquelle les animaux s'étaient habitués. Depuis 2,6 millions d'années, les différentes espèces humaines s'étaient succédées et déployées sur Terre à travers la périodicité des glaciations. Au début, ces glaciations étaient rapides. Elles sont devenues un peu plus lentes depuis 1,3 million d'années. Ces glaciations duraient 100 000 ans. Et il y avait, entre-temps, une période tempérée, interglaciaire, de 10 à 20 000 ans. Nous vivons aujourd'hui une de ces périodes interglaciaires qui a mis fin à la glaciation dont nous sortions alors au moment où les humains ont commencé à se déployer dans les Amériques. Et à un moment, les humains ont intensifié leur chasse. Alors, il faut imaginer l'Amérique d'il y a 20 000 ans, avec ses premiers humains dedans. C'est une Amérique, vous vous seriez cru en Afrique. Il y avait 6 espèces d'éléphantidés en Amérique du Nord. Des tapirs géants, des chameaux géants, des chevaux. Les chevaux et les chameaux sont nés en Amérique et se sont déployés ensuite en Asie bien avant l'arrivée de l'homme. Mais ce sont des animaux qui initialement sont en Amérique. Il y avait des loups géants qu'on retrouve par centaines dans certains gisements fossiles jusqu'il y a 10 000 ans. Il y avait donc des paresseux géants, une douzaine d'espèces. Vous voyez un paresseux, vous multipliez la taille par 10, vous obtenez un truc qui pèse 1, 2, jusqu'à 3 tonnes. Certains étaient fouisseurs, d'autres vivaient dans les estuaires, et comme les dugongs aujourd'hui se nourrissaient d'herbes mortes. D'autres vivaient dans les forêts. Il y avait 4 espèces de bisons, une faune extraordinaire. Et dans la période de réchauffement qui dure de, on va dire, moins 18 000 à 10 000, ils disparaissent quasiment tous. En Amérique du Sud, c'est encore plus visible. Et la question s'est très vite posée de savoir qu'est-ce qui les avait tués. Est-ce que c'était le climat? Est-ce que c'était l'humain? Alors le débat, il est polarisé quand il est posé en ces termes. En fait, aujourd'hui, on s'accorde à dire que les deux ont agi. Le réchauffement climatique a stressé les écosystèmes, a mis en danger ces animaux, a raréfié leur nourriture, les a affaiblis, a affaibli leur population. Et les humains les ont probablement, par leur chasse, par leur présence, précipités dans la tombe. Alors tout de suite, on s'insurge, on dit « Oui, mais ils avaient des armes en pierre, des bâtons, ils savaient… » Si, ils savaient tuer, piéger, collaborer pour tuer des grands animaux, y compris des animaux qui pesaient jusqu'à 10 tonnes. Le pépin massif, c'est qu'en fait, ils n'étaient pas assez nombreux pour tuer tout ça. Ce qui s'est passé également, très probablement, c'est quelque chose qu'on a découvert assez récemment, c'est ce qu'on appelle l'écologie de la peur. Quand vous arrivez en milieu vierge, par exemple, prenez une maison, allez la mettre dans une forêt. Les oiseaux vont commencer à prendre peur, parce qu'il y a la fumée des humains qui se chauffent à la cheminée qu'ils sentent. Il y a ces animaux, ces commensaux qui accompagnent les humains et qui vont menacer les oisillons. Et le résultat mécanique, quand vous implantez une maison dans un milieu arboré qui n'avait pas connu d'humains avant, c'est une réduction de la taille des oisillons et une diminution de leur nombre. C'est ce qui s'est passé dans les Amériques à bien plus grande échelle, sur une grande période de temps qui a probablement duré 10 000 ans. C'est une réduction du nombre des grands animaux jusqu'à l'extinction d'un certain nombre d'espèces, et même de genres, et aussi une réduction de leur taille. Les bisons des Amériques, aujourd'hui, sont plus petits que leurs ancêtres d'il y a 10 000 ans. La seule espèce qui a survécu est la plus petite, et elle a survécu en réduisant sa taille et en accroissant ses migrations. Ça ne veut pas dire que les ancêtres des Amérindiens
étaient d'horribles tueurs. Ça veut simplement dire que quand les humains sont face à un milieu, quand ils ont une culture synégétique, une culture de chasse, eh bien, ils en extraient des ressources sans forcément se rendre compte de ce qui arrive. Alors ça a eu des tas de conséquences sur les écosystèmes. Les plus visibles dans l'archéologie, c'est que ça a failli entraîner la disparition de pans entiers du règne végétal, notamment par exemple des trucs que vous mangez aujourd'hui, les courges, courgettes, toute cette famille de plantes-là qui s'est développée dans les Amériques, parce que ces plantes-là faisaient de très gros fruits qui étaient consommés par de gros animaux, en l'occurrence les mastodontes, des cousins des éléphants. Et ces animaux assuraient la dissémination de ces graines énormes et c'était le principal consommateur de ces plantes. Et leur disparition, il y a 10 000 ans, aurait dû entraîner mécaniquement la disparition des courges. Sauf que quelqu'un d'autre s'en est occupé des courges. Les Amérindiens, ils ont commencé à les reproduire, à les planter. Alors c'est facile, hein, tout jardinier amateur sait que la courge est un produit relativement facile à reprendre, disséminer, etc. Voire très riche au niveau génétique, puisqu'on a obtenu des tas de nouvelles espèces assez récemment. Mais sans les mastodontes et sans l'effort de sélection qu'ont fait ensuite les Amérindiens, nous ne mangerions pas aujourd'hui de courges, de courgettes, de plantes de cette famille-là. Donc, la présence de ces animaux entraîne également d'autres conséquences qui étaient d'ordre quasiment géologique. Par exemple, il en reste encore des témoignages aujourd'hui sous forme télévisuelle dans les cours d'eau où il n'y a toujours pas de barrage et où les poissons migrateurs remontent, dans le Canada ou en Alaska, les ours consomment les poissons en grande masse. Et en fait, le transfert de poissons migrateurs vers les lacs de montagne et la consommation par de grands carnivores comme les ours, ce qui se faisait avant aussi en Europe, entraînait un transfert des matériaux de l'océan, puisque les ours consommaient énormément de poissons pour obtenir de la graisse avant d'aller faire leur dodo hivernal. Ce transfert-là permettait d'amener du phosphore, indispensable ensuite aux plantes, phosphore qui ruisselait ensuite. Aujourd'hui, nous sommes obligés de suppléer à ce cycle-là que nous avons interrompu. Nous avons besoin de phosphore pour notre agriculture, mais les fleuves et les grands carnivores ne nous rendent plus ce service écosystémique. On pourrait multiplier les exemples à travers les Amériques. Un autre exemple qui est très intéressant, c'est que les écosystèmes d'il y a 20 000 ans, sous un froid glacial, des glaciers qui couvraient jusqu'au Rhin l'Europe et une bonne partie des États-Unis, en dessous c'était de la steppe glaciaire parcourue par de grands herbivores et les groupes humains. Ces écosystèmes-là ont cédé la place, avec le réchauffement, à la progression du couvert végétal, de la forêt. Il n'y aurait pas eu les humains, il y avait probablement le scénario le plus probable des dernières périodes interglaciaires, c'est-à-dire le développement de la forêt, et puis avec les grands animaux, l'ouverture de clairières, les éléphants et les fantidés d'hiver avaient ouvert partout sur la planète des grands espaces herborés, des prairies. Donc il y avait, comme on peut le trouver dans certains endroits préservés d'Afrique aujourd'hui encore, une alternance de prairies et de forêts. C'était le destin naturel du monde dans la période de réchauffement. Les humains, eux, ont mangé la forêt dans certains endroits de la planète, notamment avec une agriculture extensive puis intensive ou avec des pâturages d'animaux qu'ils avaient domestiqués. Dans les Amériques, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Les humains ont accompagné le développement de la forêt. Et ce pourquoi je disais que l'Amazonie n'est pas une forêt vierge, c'est que depuis le début, très probablement, et en tout cas depuis au moins 3000 ans, les Amérindiens qui vivent en Amazonie sélectionnent les plantes qu'ils veulent voir pousser autour de chez eux, voire plantent ce qui leur est nécessaire. Ils se promènent quotidiennement et tuent les arbres qui poussent et ne leur plaisent pas, ce qui explique l'incroyable prolifération dans la forêt amazonienne de plantes, d'arbres utiles aux humains. Ils ont été sélectionnés par une horticulture de basse intensité et depuis 3000 ans, à certains endroits, par une horticulture de haute intensité. On estime qu'avant l'arrivée des Espagnols et des Portugais, notamment pour le Brésil, la jungle amazonienne abritait 5 à 10 millions de personnes.
Et les premiers Espagnols à traverser accidentellement l'Amazonie de fond en comble, ils partent des Andes, ils se rebellent contre leur commandant, c'est toute une histoire. On a le journal de bord du prêtre qui les accompagne. Ils traversent, ils descendent l'Orénoque puis l'Amazone, ils voient plein de villages, ils voient des masses de gens, ils voient des avenues à travers la jungle, et ils voient des élevages de tortues d'eau, ils voient des bassins creusés un peu partout. Et ils en retirent un mythe, bien sûr, dans leurs obsessions, celui d'un roi doré qui se baignerait quelque part, etc. Ils survivent à la traversée, et il faut attendre une trentaine d'années avant que les explorateurs suivants ne rentrent en Amazonie. Et là, ils ne trouvent plus rien. Tout a été envahi par des plantes invasives. Et la forêt s'est refermée, on va la dire désormais vierge. Et il faut attendre les dernières décennies, la fin du XXe siècle, pour commencer à explorer vraiment la jungle avec la photo aérienne, puis aujourd'hui avec le lidar, des lasers qu'on utilise, qu'on déploie, pour découvrir que l'Amazonie est parcourue à certains endroits, notamment dans le Beni bolivien, mais aussi dans le delta de l'Orénoque, d'immenses structures de digues. Les gens qui vivaient là ont accompagné le développement de la forêt et créé des infrastructures effectives dans la forêt qui effectivement permettaient de faire vivre un grand nombre de gens. Donc les Amérindiens vivaient en harmonie avec la forêt et quelque part, quand les partisans de la thèse qui voudraient que ce soit seulement le climat qui ait tué les grands animaux dans les Amériques, la même histoire s'est renouvelée en Australie, disent on accuse faussement les peuples autochtones ou peuples premiers d'avoir tué leurs grands animaux. Mais de facto, leur apparition a précipité la plupart de ces grands animaux dans la tombe. Mais ils ont su ensuite accompagner un milieu qui s'était simplifié et en tirer une plus grande biodiversité. Sans la présence active des humains en Amazonie, on n'aurait probablement pas cette densité de vie qu'il y a aujourd'hui en Amazonie. L'Amazonie a été, pour partie, un jardin domestiqué. Donc toutes ces thèses-là, vous en trouverez l'exposé dans Charles Mann, 1493, l'Amérique après Colomb, et pour les thèses anglo-saxonnes. Et puis il y a tout le travail de Stephen Rostin aujourd'hui dans ses différents livres pour réhabiliter justement cette Amazonie précolombienne à travers ses travaux. C'est un archéologue qui travaille sur l'Amazonie. Ceci pour expliquer, pour essayer de donner une consistance historique à l'évolution des milieux. Alors je vais beaucoup parler des Amériques parce qu'en fait c'est un cas fascinant. L'espèce moderne, Homo sapiens, s'est développée essentiellement dans l'ancien monde. L'ancien monde, c'est l'Afrique, plus l'Asie et l'Europe, c'est-à-dire des terres interconnectées. Cet espace-là, les anciens hominidés le parcourent depuis au moins 2 millions, sinon 2,5 millions d'années. L'Australie a été atteinte uniquement par notre espèce, Homo sapiens, donc homme moderne, il y a 70 000 ans à peu près, 67 000 ans c'est attesté, peut-être un peu plus. Et les Amériques, il y a environ 30 000 ans, plus, moins 10 000, on ne sait pas encore trop, c'est assez compliqué, c'est très débattu, mais voici pour le niveau de diffusion. Après cela, notre espèce avait conquis l'ensemble des milieux terrestres. Il restait quelques grandes îles qui ont été atteintes vers l'an 1000 pour Madagascar et vers l'an 1250 pour la Nouvelle-Zélande. Ensuite, il restait des petites îles qui seront découvertes, entre guillemets, lors de l'expansion européenne, expansion océanique, qui a lieu au XVIe, XVIIIe siècle. Donc jusqu'ici, tout va bien pour les bornes temporelles. Il y a 10-12 000 ans, donc nous sortons de la période glaciaire. Nous avons eu un dernier grand coup de froid avec le Dryas récent. Et il semble que notre espèce ait atteint un maximum en tant que chasseur-cueilleur. On estime que les écosystèmes, surtout que la plupart de ces écosystèmes avaient connu déjà une première simplification en voyant disparaître les grands animaux, mais ils connaissaient également une recroissance de leur complexification biotique, puisqu'il y avait la progression de la forêt, de nouveaux végétaux qui migraient du sud vers le nord et les animaux qui les accompagnaient.
Ces milieux-là pouvaient accueillir, au doigt mouillé, 5 millions de chasseurs-cueilleurs, les exploitant de manière très extensive, en utilisant beaucoup d'espace. Et un peu partout sur la planète, dans les 5000 ans qui ont suivi ce réchauffement, dans les 5000 premières années de la grande période de chaud dont on a bénéficié, ont eu lieu des expériences de domestication du vivant. Domestication qui a affecté 3 sphères, très rapidement: la domestication des plantes, la domestication des animaux et la domestication des humains. Alors, je vais la jouer bref et je vais me concentrer sur les conséquences biologiques de ce phénomène de domestication qui est vraiment unique parce que notre espèce a créé une culture, ou des cultures dans un premier temps, qui ont interagi avec le vivant et l'ont profondément modifié. Je vais donner un exemple que j'affectionne particulièrement depuis l'écriture d'Homo Canis. C'est quand vous vous baladez dans la rue, que vous croisez un chihuahua, plantez-vous devant et dites-vous bien, il y a 15 000 ans, ce truc, c'était un loup gris. Et nos ancêtres sont des magiciens. Ils ont transformé le loup gris en chihuahua. Alors, l'expérience, elle est possible. Elle a été refaite avec des renards par un scientifique russe, Dimitri Belaïev. Elle consiste... Les canidés ont beaucoup de petits. Ce sont des... Comment dirais-je? Des animaux à tendance omnivore, mais carnivore-omnivore. Et dans les rangs de prédation, ils sont généralement sous d'autres grands carnivores. Donc ils ont beaucoup de petits pour se protéger de la prédation de plus gros carnivores qu'eux. Et ils sont entrés en interaction, les canidés, depuis très longtemps avec nous. Bien avant la domestication du reste du vivant, on a des traces de cohabitation homme-loup supposées il y a environ 30 000 ans, 32 000 ans en Europe, en Sibérie, et attestées il y a 18-15 000 ans un peu partout dans l'Ancien Monde, et jusque dans les Amériques où on a apporté un loup domestiqué d'Asie. La plupart de nos chiens, l'immense majorité, dérivent d'une souche de loup gris qui a été domestiquée en Chine il y a à peu près 17 000 ans, plus ou moins 1000 ans. Et c'est la première chose pour comprendre ce qu'est la domestication, c'est comment sait-on qu'on a affaire non plus à un loup gris que les humains auraient tué et consommé, mais bien à un chien. C'est que cet animal a des caractères particuliers qui ont été sélectionnés. Il a un museau plus court, il a des dents plus petites. C'est pratique pour cohabiter avec un animal qui a tendance à mordre. Il a des oreilles qui peuvent tomber. Bon, ça se voit pas forcément à l'archéologie. Il a une queue arquée, il a des pattes plus courtes, il est plus petit, plus faible, moins dense au niveau osseux que son ancêtre sauvage. Il est donc habitué à l'homme. La principale modification, en fait, elle est cérébrale. On a sélectionné de génération en génération un cerveau dans lequel on a atrophié la zone d'alerte qui fait survivre le loup à l'état sauvage, qui lui dit « Attention, il y a un animal dangereux ici, ça s'appelle un humain, il faut l'éviter, et s'il m'accule quelque part, je le mords pour essayer de m'en sortir. » Le chien, ou la vache par rapport à l'auroch, le chien est un loup auquel on a progressivement fait disparaître cette zone d'alerte dans le cerveau, de sorte qu'il cohabite avec nous. C'est très pratique et ça a d'énormes conséquences, même au niveau biologique. Par exemple, les chiens, on peut dire, ont choisi plus ou moins de collaborer avec les humains. Alors ça a eu un énorme avantage au niveau biologique. Il y a 10 000 ans, à partir du moment où on a inventé l'agriculture, où on a commencé à se sédentariser, parce qu'on faisait des déchets. Dans les déchets prospèrent de nouveaux écosystèmes dont sortent des pathogènes. Pathogènes singulièrement multipliés par le fait qu'on cohabite avec d'autres animaux, en contact très étroit avec des vaches, des porcs, des poulets. Cela permet à des microbes de sauter la barrière interespèce, à des virus également, et de circuler. Et ainsi, on a récolté des tas de choses qui ne pouvaient pas exister avant, comme la variole ou la rougeole, qui sont des virus qui dérivent de souches bovines,
et qui se sont invités chez nous, avec des dégâts formidables. C'était vraiment des maladies extrêmement dangereuses. Et le chien, quelque part, était le meilleur agent de nettoyage qu'on ait eu pendant les 10 millénaires de civilisation qui ont précédé. Ça fait à peu près 2 siècles, 3 siècles dans les milieux hispaniques qu'on les élimine des villes. Mais avant, ils consommaient les déchets. Et aujourd'hui, si vous avez la chance, dans le contexte post-Covid, je gage, d'aller chez des peuples autochtones qui vivent en contact avec des animaux et notamment des chiens, vous pourrez voir par exemple chez les Papous ou les Amazoniens des chiens errer dans les campements et lécher le derrière des tout petits. Alors en général, oh mon Dieu, mais c'est pas propre, c'est très hygiénique parce qu'en fait, c'est un réflexe chez les louves et chez les chiennes que de consommer les excréments de leurs petits. Pourquoi? Parce qu'elles mettent bas dans une tanière et puis elles attendent 2 mois à allaiter leurs petits jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de se débrouiller à peu près dehors. Et pendant 2 mois, donc, les petits font des crottes et il faut s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre. Donc elles les mangent, comme ça l'odeur n'attire pas les prédateurs et la tanière reste propre. Donc c'est un réflexe qu'ont les chiens d'aller goûter les excréments pour en tirer des informations odorantes ou gustatives sur l'identité de celui qui a laissé la crotte, sur son état de santé, son potentiel sexuel éventuellement. Et aussi de la consommer, de la manger. Et donc, les chiens mangeaient, dévoraient une bonne part de nos déchets excréments. Ils ont accompagné d'ailleurs nos régimes alimentaires. La différence aussi entre un chien et un loup, c'est qu'un chien a plusieurs enzymes capables de dégrader l'amidon. Et depuis au moins 8000 ans, ça veut dire qu'à un moment, on lui a filé du pain, au lieu de lui filer de la viande. Et s'en est très bien porté. Un chien, en fait, digère à peu près tout. C'est un aspirateur à tout digérer. Donc, en matière d'écosystème, et de rapport à la nature, le chien est une sorte d'intermédiaire entre nous et le monde sauvage. Sauf qu'aujourd'hui, depuis environ 1 siècle et demi en Grande-Bretagne et puis 1 siècle dans le reste du monde, avec des temporalités un peu différentes, on sélectionne vraiment les chiens sur des critères esthétiques. On ne les laisse plus errer dans les rues, si ce n'est dans des pays qu'on considère comme sous-développés et auxquels on fait injonction de supprimer leurs chiens. On appelle ça des chiens jaunes en Afrique. Des chiens de village en Asie, voilà. Ce sont ces animaux qui vivent à nos côtés depuis au moins 10 000 ans, depuis que nous avons commencé à nous sédentariser et qui nettoient les espaces. Voilà. Et finalement, ils ont créé à eux aussi un écosystème. Ce sont des écosystèmes différents, mais c'est pas si loin de ce qu'on avait à Lyon il y a seulement 2-3 siècles, où les chiens et les cochons erraient dans les rues, où il y avait beaucoup de végétaux, il y avait des jardins, les enfants se déplaçaient beaucoup de jardin en jardin, faisaient des bêtises, etc. Les milieux urbains étaient beaucoup moins denses. Aujourd'hui, on assiste à un essor urbanistique très fort depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sur la planète, au point que, fait unique dans l'histoire de l'humanité, nous sommes désormais majoritairement des urbains sur Terre, ce qui oblige à changer les écosystèmes, ce qui les fragmente aussi, puisque les villes sont de plus en plus grandes, avec de plus en plus d'infrastructures, de plus en plus étalées, parce qu'avec l'accès à la prospérité d'un nombre de plus en plus important de gens, on construit de plus en plus. Je vais donner une image. La Chine a fait une trajectoire ces dernières années, ces 3 dernières décennies, que l'Europe a mis à peu près 1 siècle et demi à parcourir. Elle est passée d'un monde où on avait 7 mètres carrés habitables par personne et où on partageait cet espace parfois avec des animaux, souvent même en milieu urbain, en milieu rural avec des animaux, à des espaces urbains où on a coulé énormément de béton et où on a 35 mètres carrés de disponibles par personne. Mais le petit problème, c'est que l'Europe, ça concernait quelques centaines de millions de personnes. En Chine, c'est 1,4 milliard. Et ça ne s'est pas passé sur 1 siècle et demi, ça s'est passé sur 30 ans. Donc c'est un fait massif au niveau des écosystèmes. Sans compter évidemment que la Chine a construit de nouveaux écosystèmes. Par exemple, des élevages de cochons. Ils mangent beaucoup de cochons. En Chine, sont élevés plus de la moitié des cochons du monde aujourd'hui. Des élevages de 7 étages dans lesquels on injecte préventivement des antibiotiques pour éviter que les cochons ne chopent des maladies. Parce que quand on fait cohabiter 7 étages de cochons sur une grande surface de sol, ces cochons ne peuvent pas se déplacer, peuvent se blesser facilement, etc., il vaut mieux traiter préventivement. En bref, on crée des écosystèmes nouveaux dans lesquels vont prospérer de nouvelles interrelations entre espèces.
Et le Covid qui aujourd'hui nous amène à tous nous masquer, à changer notre gestuelle, voilà, il vient aussi de ces brassages-là, de cette brisure dans les écosystèmes. Parce que finalement, si un virus ou une autre forme de vie parasite ou vivant en symbiose avec un autre organisme veut survivre, alors j'aimais bien le pangolin, il semble que le virus ne vienne pas du pangolin mais d'une chauve-souris, bon peu importe, chauve-souris ou pangolin. Si le virus habite une chauve-souris ou un pangolin et que cet animal est littéralement en voie de disparition, d'extinction, eh bien, il a tout intérêt à changer d'hôte. Et le fait massif donc de cette histoire que je viens de raconter, c'est qu'en fait nous avons domestiqué le vivant, nous l'avons contaminé par la domestication. Puisque quand on a commencé cette histoire de domestication il y a 10 000 ans, la biomasse vertébrée sur Terre, c'est-à-dire la biomasse des animaux complexes, tout ce qui est articulé à une colonne vertébrale, etc., c'était 100% du sauvage. Aujourd'hui, c'est 100% d'artificiel. Si on considère que le domestique, c'est de l'artificiel, ou plus exactement 96% d'artificiel, 4% de sauvage. Les éléphants, les lions, les animaux comme ça que vous voyez, ou les oiseaux qui échappent à notre contrôle, comme les pies, qu'on peut voir ici, tous ces animaux dits sauvages ne représentent plus que 4% de la biomasse des vertébrés. Tout le reste, c'est nous les humains, c'est des vaches, c'est des cochons, des poulets et des chiens. Plus quelques chats et autres nouveaux animaux pour faire bonne mesure. Mais il y a différents degrés dans la domestication. Par exemple, il va y avoir un retour au sauvage dans certains cas. Le dingo en Australie est un chien qui est redevenu partiellement sauvage, on dit féral. En Australie également, vous avez des animaux qui ont été introduits et qui se sont développés. On connaît le lapin, le renard, mais il y a aussi des dromadaires, par exemple, et des chats, qui posent d'énormes problèmes. Nous avons homogénéisé la planète. Et nous avons, ce faisant également, créé des écosystèmes nouveaux et littéralement des nouvelles espèces, bien contre notre gré. Par exemple, aux États-Unis, ils voient apparaître des nouvelles espèces qui conquièrent les villes et qu'on appelle le coy wolf. Alors il y a visiblement plusieurs groupes, mais un coy wolf, comme son nom l'indique, c'est un hybride de coyote, de loup et de chien. En général, il a un peu de génétique de gros chiens, type berger allemand ou doberman. Et ce sont des hybrides. Alors comment on l'explique? C'est très simple, c'est qu'à l'état normal, vous mettez un loup en présence d'un coyote, le loup tue le coyote, il ne se pose pas de questions, c'est de la superprédation, c'est un rival, il est plus fort que lui, c'est terminé. Sauf que quand le loup est solitaire, qu'il est en dispersion, qu'il cherche une compagne et qu'il n'en trouve pas, et bien à un moment il tombe sur une coyote femelle qui est tout aussi isolée que lui, et bien ils forment un couple. Aussi invraisemblable que cela semble, ils sont génétiquement suffisamment proches pour que leur portée soit viable et qu'en plus, elle soit fertile. Et vous avez une nouvelle espèce qui se crée. Là-dedans, nulle surprise. Nos ancêtres mêmes se sont hybridés avec d'autres hominidés avant que ceux-ci disparaissent. Nous avons en nous un peu de Néandertal, etc. Et on sait également que nous sommes séparés des chimpanzés il y a à peu près 7 millions d'années, mais que nous avons recroisé génétiquement les chimpanzés 2 millions d'années après. C'était assez tendu parce qu'apparemment on était à la limite de la compatibilité génétique, mais nous avons encore eu quelques gènes lors de cet échange-là. Donc, les espèces se créent, se défont et se refont plus loin, quand elles sont séparées par des accidents géologiques, etc. Et elles se diffusent, elles s'adaptent. Les écosystèmes changent en permanence, recomposent leurs relations, ne restent jamais stables. Il n'existe rien qui ressemble à un écosystème stable, ça change tout le temps, et ça évolue sous l'effet des prédations internes, des rapports de force entre les espèces et des rapports de coopération entre espèces. Alors vous me direz, mais dans ce cas, il n'y a aucun problème à ce qui se passe aujourd'hui, puisque si les insectes disparaissent, ils seront peut-être remplacés par autre chose. Il y a un problème, c'est qu'il y a une simplification extrême des écosystèmes. Parfois, les écosystèmes sont trop stressés, et cela donne ce que l'on appelle une extinction de masse. Et nous sommes assez proches d'une extinction de masse, avec des originalités dans celles que nous connaissons aujourd'hui, depuis environ un siècle, et elles s'accélèrent de plus en plus. Alors, ce n'est pas au sens où les animaux disparaissent au sens propre, c'est-à-dire que les instances qui
comptabilise les espèces, ne compte pas énormément de disparitions. En revanche, on compte ce que l'on appelle aujourd'hui, pour vraiment pouvoir suivre ce qu'est une extinction, des extinctions fonctionnelles, c'est-à-dire des milieux où il y avait une espèce et où elle n'est plus là. Alors, si on remonte sur le temps très long, par exemple sur les grands animaux, on estime qu'il y a eu une extinction d'environ 85% des très grands animaux de plus de 100 kg dans les 100 000 ans qui nous précèdent, et que cette extinction-là est une extinction fonctionnelle à 99%, c'est-à-dire qu'on ne trouve plus ces animaux dans leur milieu d'origine dans 99% de la planète. En gros, on ne trouve plus d'éléphants que dans certains coins préservés, d'éléphants sauvages, dans certains coins préservés d'Asie et d'Afrique, alors qu'avant, il y a 100 000 ans de ça, il y avait 27 espèces d'éléphantidés au moins attestées sur toute la planète jusqu'au Japon, à l'exception de l'Australie. Et ces éléphants-là ne sont plus là. On pourrait remultiplier l'exemple, par exemple, suivre les bovins, notamment les bisons. J'ai une affection particulière pour les bisons, donc je vais y revenir. Vous vous rappelez les bisons que nous avons laissés, donc un survivant sur 4, en Amérique du Nord il y a 10 000 ans, et bien ces bisons-là ont prospéré. Ils ont prospéré d'autant plus qu'il y a eu un accident biologique au XVIe siècle. Les Européens sont tombés un peu par accident sur les Amériques et ils ont décimé la population indigène, les Amérindiens, parce qu'ils étaient porteurs de virus. Alors c'est une histoire qui s'explique justement par les écosystèmes. Vous vous souvenez, en Asie, il a subsisté des grands animaux qu'on a domestiqués. On a transformé les aurochs en vaches, on a cohabité avec les poulets, on a cohabité avec les cochons, etc. En Amérique, on est arrivé avec les chiens il y a 15 000 ans. On a domestiqué un peu de lama, un peu de poule, un peu de dindon, mais on n'a jamais cohabité aussi densément qu'en Eurasie avec ces animaux. Donc, les virus et les microbes n'ont pas franchi les barrières interespèces. Et quand les Espagnols ont débarqué, ils étaient porteurs d'une arme biologique extraordinairement efficace. C'est tout ce qui résultait de ces 10 000 ans de cohabitation avec les virus et les microbes des autres animaux. Ce qui fait qu'en fait, si Cortés terrasse la structure étatique aztèque, qui est une énorme machine de guerre, avec un petit millier de soudards, ce n'est pas lié à la qualité militaire des Espagnols ou au différentiel technologique, il est assez limité. C'est lié simplement au fait que la moitié des Aztèques crèvent de variole dans l'année qui suit le contact. Et quand une société perd la moitié de ses membres, elle est complètement décapitée. C'est des familles de dirigeants entiers qui disparaissent, c'est des pensées apocalyptiques qui se répandent dans la population, qui l'abattent. Il y a vraiment quelque chose, il y a une transformation profonde à l'œuvre dans une société qui s'effondre littéralement. Donc les Espagnols et les Européens en général ont conquis les Amériques à la faveur d'un hasard biologique, d'un hasard écosystémique, parce que les Amérindiens n'avaient plus de gros animaux à domestiquer. L'autre conséquence immédiate aussi, c'est que les Espagnols se sont sentis en droit d'annexer les terres amérindiennes. Pourquoi ? C'est encore lié aux écosystèmes. Les Espagnols concevaient l'agriculture comme étant une mise en valeur, selon leurs termes, des territoires. C'est-à-dire que l'agriculture devait se faire avec des bœufs ou des chevaux qui tractaient un soc en acier qui permettait de retourner la terre et de semer des céréales. Ce n'était pas du tout le truc des Amérindiens, tout simplement parce qu'ils n'avaient ni acier, ils n'avaient quasiment pas de métallurgie, et ils n'avaient pas d'animaux de trait. Donc eux, ils faisaient leur jardinage autrement, ils jardinaient avec le feu. Ils brûlaient leur milieu périodiquement. Alors ça, c'est une très ancienne pratique. Elle a précédé l'agriculture de plusieurs dizaines de milliers d'années en Afrique australe ou en Australie. Il s'agissait de brûler les milieux de façon rotative, périodique, c'est ce qu'on appelle l'écobuage, afin de faire pousser des plantes plus tendres dont on peut se nourrir. On continue cette pratique d'ailleurs aujourd'hui pour le bétail, notamment dans les Pyrénées, et de sélectionner un petit gibier qui peut ainsi prospérer et qui offre des ressources alimentaires précieuses. Et donc les Amérindiens brûlaient leur milieu périodiquement. Voilà. Et il faut savoir qu'entre l'arrivée des Espagnols à partir de 1492
Et les premiers grands recensements de population, enfin les premières estimations que l'on peut faire de population amérindienne, on estime qu'à peu près 95% des Amérindiens ont disparu en un siècle, dans le siècle qui a suivi l'arrivée des Espagnols, à cause des maladies. Parce que survivre à la variole, pour les 1 sur 2 qui avaient survécu à la variole, c'était se taper la rougeole, la rubéole, les oreillons, toute une séquence de maladies qui s'était développée dans l'ancien monde et qui n'existait pas chez les Amérindiens. Sur un corps affaibli, déprimé, ça faisait beaucoup. Donc très peu d'Amérindiens ont survécu à ce carnage littéralement biologique. Ceci pour dire l'importance des écosystèmes. Et une autre conséquence de cet échange biologique, ça a été que, on parle d'échange colombien parce que si les Européens ont apporté leurs microbes, ils ont également bénéficié d'un apport précieux en nourriture grâce aux plantes qu'avaient domestiquées les Amérindiens, notamment le maïs, la pomme de terre, le manioc. Aujourd'hui, quand on dit Afrique, nourriture africaine, on pense manioc. C'est une plante qui vient d'Amazonie et qui a été ramenée par les Européens en Afrique. Il en est de même d'un certain nombre d'autres aliments de base. Donc, alors que les Amériques se dépeuplaient suite au choc biologique, les populations de l'Ancien Monde ont pu prospérer grâce à des apports de nouvelles plantes, d'où le terme d'échange colombien, microbes contre nourriture. Mais ça allait plus profondément au niveau écosystémique, puisque le fait que, je vous l'ai dit, on est passé d'à peu près 50-60 millions d'Amérindiens à l'arrivée de colons à 5 millions d'Amérindiens en un siècle. Et ces gens-là ont cessé de brûler les milieux dans lesquels ils habitaient. Les milieux n'étaient plus entretenus. Donc il s'est passé ce qui s'est passé en Australie. De même, les aborigènes brûlaient leurs milieux régulièrement, ce qui prévenait les incendies. Quand les Blancs sont arrivés, qu'il y a eu les maladies qui ont décimé les aborigènes, le génocide, c'est-à-dire la déportation forcée pour s'approprier leurs terres, toujours au nom de cette doctrine dite du terra nullius, la doctrine qui a prédominé pour l'appropriation des terres indigènes, c'est qu'ils ne les mettaient pas en valeur, ils n'avaient pas d'agriculture digne de ce nom. Donc ces terres-là n'appartenaient à personne, donc on pouvait déporter les gens qui y vivaient et s'approprier ces terres. C'est ce qui s'est passé en Amérique, c'est ce qui s'est passé en Australie. Mais en déplaçant ou en annihilant les populations qui maintenaient ces milieux, on les a rendus vulnérables aux plantes, aux germes, aux pathogènes que les Européens véhiculaient avec eux. Ce qui explique qu'aujourd'hui, les écosystèmes américains et australiens soient encore sous tension, c'est que leurs jardiniers étant morts depuis 5 siècles, les plantes venues de l'Ancien Monde prospèrent davantage puisqu'il n'y a plus la régulation des milieux qu'il y avait autrefois. Les équilibres dynamiques qui s'étaient créés entre les humains et les milieux. C'est pour ça qu'après le passage des Espagnols, dont je vous ai parlé, dans la forêt dite vierge d'Amazonie, les suivants ont vu arriver des plantes qui se substituaient aux plantes qui étaient véhiculées par, qui étaient entretenues par les anciens résidents. Les écosystèmes se sont homogénéisés avec l'expansion européenne parce que les interactions que les populations humaines avaient eues sur le long terme avec ces milieux ont souvent été interrompues. Et ce qui explique finalement le succès aussi de l'Europe à coloniser une partie du monde. Pourquoi finalement aujourd'hui les Amériques sont peuplées de gens d'origine européenne et de gens d'origine africaine qui ont été déportés pour repeupler en main-d'œuvre les Amériques, ou pourquoi l'Australie est peuplée essentiellement de gens d'origine européenne, c'est simplement que les milieux-là se sont européanisés en grande partie parce qu'ils n'offraient plus de défense à la progression de plantes et d'animaux invasifs venus de l'Ancien Monde. Donc il y a eu une première homogénéisation biologique liée à l'action humaine à partir du XVIe siècle. C'est sur le temps long que ça s'est passé. Aujourd'hui, cette homogénéisation s'accélère également. On voit circuler de plus en plus d'espèces. On voit arriver ici le frelon asiatique parmi quelques espèces médiatisées, mais il y en a d'autres.
Et c'est sur toute la planète qu'un certain nombre d'animaux, qui paradoxalement peuvent être en danger quelque part, se mettent à prospérer ailleurs, de façon parfois inattendue. Ainsi, les hippopotames que Pablo Escobar a acclimatés en Amérique du Sud dans son ranch et qui aujourd'hui sont devenus féroces, ils se sont répandus dans quelques cours d'eau d'Amérique du Sud, et certains rêvent déjà que ces hippopotames-là remplacent les paresseux disparus il y a 10 000 ans qui broutaient les algues dans les fleuves. On peut voir aussi par exemple l'opossum. En Australie, c'est un animal qui est menacé, un animal indigène qui est menacé, mais il a été acclimaté en Nouvelle-Zélande où c'est un fléau. Quand un Néo-Zélandais voit un opossum à la lumière des phares le soir dans la forêt, il appuie sur l'accélérateur pour l'écraser. On essaye de s'en débarrasser de toutes les façons possibles, parce qu'il décime la faune et la flore indigène. Donc une espèce qui peut être en péril quelque part peut devenir également invasive ailleurs. Voici quelques réflexions sur le temps long. On pourrait parler maintenant aussi de la grande simplification à laquelle nous nous livrons aujourd'hui, avec un certain nombre d'inventions propres à notre époque. Je pense notamment, par exemple, à l'agriculture. C'est parce que nous avons brisé un certain nombre de circulations écosystémiques que nous nous retrouvons aujourd'hui face à des problèmes auxquels nous devons remédier par la technologie. Donc je vous ai parlé par exemple des ours qui mangeaient les saumons à la source. À partir du moment où vous exterminez les saumons ou à partir du moment où vous coupez les rivières, vous arrêtez la pompe à phosphore de la mer vers la terre. On peut parler d'autres cas d'écosystèmes qui ont été rompus alors qu'ils étaient cruciaux pour notre avenir. Par exemple, les baleines. On a commencé à les pêcher industriellement dans la moitié du 19e siècle. L'arrivée successive du harpon explosif, puis flottant, des navires à vapeur, du travail, de certaines formes contractuelles de travail à bord des baleiniers, et l'annexion de certaines îles cruciales dans le Pacifique a permis de chasser densément la baleine. Aujourd'hui, les baleines dont on a suivi le stock, sur certaines espèces, notamment baleine à bosse et baleine franche, on sait qu'il reste à peu près 50 fois moins de baleines qu'il y avait il y a 2 siècles. C'est assez radical comme truc, il en reste 1 sur 50, en moyenne, en nombre. Or, ces baleines étaient cruciales. Notamment parce qu'elle consommait du krill, petite crevette microscopique, zooplancton, qui lui consommait du phytoplancton, c'est-à-dire des petites algues. Et ces petites algues, elles captaient le carbone de l'air. Le carbone allait enrichir la carapace de la petite crevette, qui passait en volume très important dans les estomacs des baleines. Je vous rappelle qu'une baleine, ça pèse lourd, plusieurs dizaines de tonnes, qui compressait tout ça, et les excréments des baleines étaient suffisamment denses une fois passés par des intestins longs de plusieurs dizaines de mètres, bien broyés, bien compactés. Ça descendait au fond et ça captait une partie du carbone. C'était un puits de carbone. Un autre puits de carbone, c'était par exemple les grands fleuves qui se jetaient en drainant le bois et autres débris végétaux, qui créaient des écosystèmes qu'on appelle du corail profond, qu'on vient de découvrir il y a quelques années au large de l'Amazonie, mais qu'on découvre à l'état fossile aujourd'hui au large des autres grands fleuves. Et également, c'était également des puits de carbone, avant qu'on barre les grands fleuves comme le Nil ou le Mékong à grand renfort de barrages. Donc on a coupé littéralement certaines veines, certaines voies de circulation d'enrichissement des écosystèmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas créé autour de nous, mais ce qu'on a créé est forcément simplifié. Un exemple, c'est la forêt primitive qui recouvrait autrefois l'Europe. Les Romains se sont cassés les dents sur la Germanie simplement parce qu'ils ont été acculés à combattre il y a 2000 ans dans un milieu qu'ils ne maîtrisaient absolument pas, qui était une forêt extrêmement dense dans laquelle se déplaçaient les peuples germains et qui empêchait les manœuvres des légions.
Et en fait, les siècles suivants ont été consacrés à la christianisation de ces endroits. On a christianisé l'Allemagne, puis on a christianisé après les pays baltes, jusqu'à l'Ukraine qu'on a atteint au XIVe siècle, à travers des entreprises militaires qui ont pris la forme des croisades, des ordres en armes. Et pour christianiser les derniers bastions du paganisme entre le XIIe et le XIVe siècle, comment font les chevaliers teutoniques? Eh bien, ils embauchent d'abord des bûcherons pour abattre la forêt primaire dans laquelle sont les païens, afin de pouvoir les christianiser et leur apprendre à faire comme doit faire tout bon chrétien, planter du blé, ressource végétale qui se cueille à intervalles réguliers et qui donc se prête à un impôt, à une structuration sociale différente de celle que connaissaient les païens, et également de la vigne. Oui, on arrive à faire pousser du vin aux très hautes latitudes, qui étaient les deux ingrédients nécessaires pour la célébration de la messe et pour la vie des chrétiens. Je dis ça, c'est une façon simplifiée de voir l'histoire, mais de la forêt primaire qui autrefois couvrait l'Europe, il ne reste plus que quelques fragments, le plus grand fragment aujourd'hui étant à Bielowice, en Pologne. Dans la disparition de la forêt primaire, on peut lire aussi la disparition de l'ancêtre de la vache, l'auroch, puisqu'il a disparu, il a reculé avec cette forêt jusqu'à être complètement annihilé. Donc, je raconte cette histoire, on a l'impression qu'elle est faite d'extinction. Elle est faite d'extinction surtout pour les gros animaux qui ont reculé face à notre présence parce qu'ils avaient besoin de grands territoires pour prospérer. Et en même temps, il y a une multiplication des petits animaux, mais quelque part, ils se sont habitués à notre présence, à notre extension dans l'espace. Et aujourd'hui, finalement, on ne s'étonne plus, par exemple, de voir des renards à Londres ou d'autres animaux revenir en ville, interagir avec nous. Une des principales causes du recul des écosystèmes, c'est le fractionnement que l'on en fait avec nos infrastructures de transport, les routes, etc. Mais derrière, il y a également une revisibilité du sauvage. Alors, pour en venir à la façon dont on pourrait affronter ça aujourd'hui, je dirais qu'il y a une grande ligne qui serait de réensauvager. Là-dessus, je vous renvoie aux ouvrages de Gilbert Cochet notamment, et surtout d'Oliver Wilson avec Half Earth. Je pense qu'à l'horizon 2050-2060, l'humanité va être confrontée à un énorme problème qui va être celui de la survie dans des conditions décentes, d'une humanité importante dont on estime qu'elle sera aux alentours de 11 milliards de personnes, 10-11 milliards, à prendre ou à laisser, simplement dans un contexte d'un monde qui ira en se réchauffant. En 2050, nous serons sur une trajectoire, avec les gaz à effet de serre que nous avons déjà émis, de l'ordre de 2 degrés. Le GIEC a clairement averti qu'il ne fallait pas s'éloigner de ces 2 degrés, sinon on dérivait vers l'enfer. Mais même 2 degrés seront difficiles à supporter, parce qu'il est probable que la plupart des écosystèmes seront trop simplifiés pour pouvoir assurer les services écosystémiques qui nous rendaient jusqu'ici, qui ne sont pas anodins, hein. C'est l'eau pure, l'air pur et la nourriture. En conséquence de quoi, il existe beaucoup de littérature sur cette question qui expose différentes solutions. La seule crédible, à mon sens, c'est de passer un nouveau pacte avec le vivant et d'apprendre à vivre différemment au milieu des écosystèmes. Cela implique consommer beaucoup moins de viande, ne plus consacrer d'énormes surfaces agricoles à nourrir des bovins en élevage concentrationnaire, mais redéfaire ce qu'on a fait, transformer les bovins domestiques en utilisant des bovins qui ont conservé des caractères sauvages, les retransformer en animaux capables de vivre en autonomie dans des prairies et accepter de rendre aux vivants progressivement jusqu'à la moitié de la terre pour que celui-ci puisse y prospérer. Ça ne veut pas dire expulser l'humanité qui y vit de ces terres-là. C'est également passer un pacte avec cette humanité-là en lui demandant de maintenir ces écosystèmes à basse intensité d'intervention et n'artificialiser qu'une moitié de notre planète afin de pouvoir faire survivre les 10 milliards de personnes restantes. Ceci implique une collaboration d'ensemble des scientifiques, une réflexion, une refondation complète de notre système international. Par exemple, il faudrait négocier directement avec le Brésil
pour lui demander de ne pas brûler ce bien commun de l'humanité qu'est l'Amazonie, de ne pas le détruire, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour le conserver, moyennant quoi on verserait à ce pays une rente pour conserver cet écosystème. On peut faire la même chose avec l'écosystème sibérien. On peut essayer de réintroduire des grands animaux pour qu'ils pâturent le permafrost et empêchent la progression de la forêt et de la fonte du permafrost. Ces solutions-là ont été modélisées. Il faudrait les étudier dans des équipes pluridisciplinaires pour les mettre en œuvre. Il y a urgence. Et ne croyez surtout pas qu'on pourra reconstituer des écosystèmes qu'on a détruits. Une fois détruits, on peut laisser repartir le vivant et regarder ce qui en sort, mais il en sortira quelque chose de différent de l'écosystème d'origine. Ça ne se recrée pas tout simplement parce qu'on est incapable de modéliser réellement un écosystème, toutes les interactions qui ont lieu à l'intérieur. Voilà. Je pense que j'ai tenu 50 minutes, c'est à peu près ça, et que du coup ce que j'ai dit, même si c'était un peu confus, mais orienté autour d'une ligne directrice qui était chronologique, mais parfois ouvert à différentes réflexions, peut prêter à des questions, des récits, des témoignages si vous le souhaitez. Après cette conférence, si je ne m'abuse, on me corrige si je me trompe, et il y aura possibilité de dédicacer des ouvrages, et puis il y aura une autre conférence de l'Association des espèces par millions, donc je vous invite vraiment à rester pour prolonger. Merci, Laurent. Merci à toi. Bon, et ben, comme il l'a annoncé, du coup, il va y avoir une rencontre avec Laurent au stand, mais déjà, il peut y avoir une rencontre générale. Si vous avez déjà quelques questions, vous pouvez déjà les poser. Donc, profitez-en. Oui. Voilà, vous venez de parler donc, de la Sibérie avec le permafrost, tout ça. Est-ce que vous connaissez l'hypothèse Zimov? Oui, bien sûr. D'accord. Bon, oui, je vais l'expliquer. Zimov est un scientifique qui a vécu l'effondrement de la Russie et qui a fait un truc complètement fou. C'est un biologiste, il surveillait l'évolution du permafrost quand l'Union soviétique s'est effondrée en 1989. Il avait un appartement à Vladivostok et il résidait dans un observatoire dans le Grand Nord sibérien. Et tous les Russes à l'époque qui avaient un appartement à Vladivostok quittaient la Sibérie très très vite parce que c'était en train vraiment de devenir invivable et se réfugiaient à Vladivostok. Lui, il a vendu son appartement à Vladivostok et il a racheté la station à l'État en faillite. Et donc c'est la seule station privée d'observation météorologique au monde, et il a acheté 160 hectares donc sur cette station, et il a entrepris de réinstaurer les grands animaux qui avaient disparu autrefois en posant l'hypothèse que c'était la présence de ces grands animaux qui pouvait empêcher le dégel du permafrost. Il a vérifié expérimentalement son hypothèse, il a invité un certain nombre de savants à venir mesurer, etc. Il est en partenariat avec différentes universités, dont des universités nord-américaines. Il a acheté des grands animaux, des bisons, des yaks, des chèvres, un peu de tout herbivore qui peut survivre au froid et qui paissent à cet endroit. Et les mesures montreraient que là où les animaux paissent et où la forêt ne progresse pas, c'est des petites forêts stépiques, mais elles réchauffent en fait le milieu parce qu'elles assombrissent la glace, et donc le permafrost, c'est-à-dire le sol gelé sur plusieurs mètres d'épaisseur, dégèle sous la progression de la forêt. Mais à partir du moment où les grands animaux broutent et où il y aurait des méga herbivores en mesure d'arracher la forêt, c'est-à-dire de regagner du terrain, eh ben, le sol reste plus froid, jusqu'à 7 degrés mesurés dans ce qu'il appelle aujourd'hui le Pleistocène Park. 7 degrés de moins mesurés en profondeur dans le sol par rapport au sol qui se fait dévorer par l'avancée de la toundra, en fait. Et donc aujourd'hui, il remplace les grands herbivores d'autrefois, en l'occurrence pour la Sibérie, c'était des mammouths, par des grands tracteurs militaires comme les soviétiques savaient en fabriquer, pour arracher les arbres, écraser la terre et ensuite laisser pousser à la belle saison de l'herbe qui est pâturée par les grands animaux qu'il a introduits.
Donc voici pour l'expérience, elle commence à être très connue, il y a eu plusieurs reportages, vous pouvez même en voir certains sur YouTube, donc je vous recommande de jeter un œil. C'est une expérience très intéressante, sauf que c'est 160 hectares et la Sibérie c'est gigantesque, c'est en train de dégeler, le permafrost est en train de se disloquer en partie, il faut vraiment comprendre que tout le cercle polaire est soumis à un réchauffement beaucoup plus important que le reste de la planète et que les écosystèmes là-bas sont en train littéralement d'évoluer beaucoup plus vite que les nôtres. Les peuples qui y vivent encore sont complètement déstabilisés. À cet égard, je vous recommande un livre de Natacha Martin, Les âmes sauvages, où elle montre justement comment le Grand Nord canadien est en proie à une destruction accélérée des biotopes, simplement parce que la débâcle a lieu 2 mois plus tôt, que les animaux changent de couloir, de trajectoire de migration, et que les derniers chasseurs-cueilleurs sur Terre, qui sont dans ces milieux-là, les chamans n'arrivent plus à anticiper le déplacement des animaux. Les maisons s'effondrent alors que la glace fond sous elles. Enfin, c'est vraiment une dislocation du monde arctique à laquelle on assiste. Et donc, l'hypothèse de Tsimov permettrait d'enrayer cette dislocation, voire de revenir en arrière. Il va jusqu'à imaginer qu'on peut ressusciter le mammouth laineux, le produire par milliers et repâturer à l'ancienne la Sibérie. C'est possible, c'est très contesté, l'hypothèse des mammouths, de ressusciter les mammouths, extrêmement contestée et probablement un peu folle, mais on va probablement recourir à ce type de solution à terme face à l'ampleur du désastre climatique qui menace. Merci. Vous avez parlé du fait que le chien, que le loup était l'ancêtre du chien, et que ça avait permis la domestication du chien. J'aimerais savoir comment s'est passé ce passage du loup au chien qui a permis du coup la domestication. Alors on n'en sait rien. En fait, il y a beaucoup d'hypothèses qui coexistent. Certains disent que le loup s'est approché des campements. Alors, ce que l'on sait pour certains, c'est que la période de domestication du loup a probablement coïncidé avec un moment de recul génétique de la diversité des loups, c'est-à-dire ils sont devenus moins nombreux. L'hypothèse que je pose dans Homo canis comme hypothèse majoritaire, après avoir expliqué toutes les autres hypothèses, et il y en a vraiment un paquet dans la littérature scientifique, c'est que les loups ont été stressés par l'arrivée d'un nouvel hyperprédateur qui était l'humain, jusqu'à ce que certains d'entre eux passent un pacte littéralement avec l'humain pour co-chasser avec lui les grands animaux. C'est une hypothèse qui a été posée par Pat Chipman, qui est une paléoanthropologue américaine. Je ne partage pas toutes les hypothèses de Pat Chipman, mais celle-ci, je la trouve solide. Contrairement à l'idée, les loups auraient aidé à chasser les grands animaux, auraient aidé les humains à chasser les grands animaux. Ils étaient complémentaires là-dessus. Voilà. Et pour en savoir plus, il reste un exemplaire de Homo canis à acheter là-bas, voire à commander à l'excellent libraire qu'est Yvan, tout au fond. Je consacre un chapitre à cette histoire de domestication du loup et aux différentes hypothèses afférentes. Je me pose une question qui est politique et qui est celle de la recevabilité du discours qui serait le suivant, à savoir un réensauvagement et une possible désurbanisation ou un ralentissement de l'urbanisation, notamment pour les pays en voie de développement, Asie, Afrique, surtout. Comment rendre ça recevable pour pas qu'on arrive à une planète qui soit entièrement urbanisée avec un modèle de vie un peu semblable à celui de l'Europe, même si d'un point de vue des ressources naturelles, ça sera très difficile à gérer, mais pour que d'ici quelques décennies, il y ait un changement aussi des mentalités, un changement des choix politiques. J'imagine que vous y avez réfléchi. Alors oui, je pense qu'il faut changer les récits, mais ça c'est une banalité de le dire. La question est de savoir comment. Je suis persuadé que les effets du changement climatique et de l'homogénéisation biologique de la planète vont être, dans un très proche avenir, de plus en plus visibles. On commence déjà à le voir, ça fait les gros titres. Les méga-feux sont une de ces conséquences. Les événements météorologiques extrêmes, une autre. Ils sont appelés à se multiplier, à progresser, etc. Donc les opinions publiques vont finir par exiger qu'il y ait des mesures.
Et j'espère que les récits vont vraiment évoluer, qu'on va arrêter la fable néolibérale qui voit dans les milieux sauvages et les ressources minérales une sorte de corne d'abondance inépuisable, et qu'on va commencer à gérer à la fois les ressources et l'espace dans lequel se déploie le vivant dont nous sommes de façon différente et beaucoup plus responsable. Voilà. C'est peut-être un vœu pieux, mais si on a... Voilà. Je n'ai pas forcément envie, c'est pour ça que je ne me considère pas comme collapsologue, je ne pense pas qu'il va y avoir d'effondrement, mais je pense qu'il va y avoir une réduction des possibles et que nous allons devoir adapter nos récits à ce contexte de rareté. Alors bien sûr, il y aura aussi d'autres récits qui ne nous plairont pas. On va faire de la géo-ingénierie pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique, on va faire du forçage génétique pour essayer de lutter contre la destruction des écosystèmes. Voilà, il faudra savoir s'informer en tant que citoyen, se mobiliser au besoin contre ce genre de projet si on l'estime fou. La particularité de Zimov que j'ai exposée, c'est qu'il est particulièrement irritant. À la fois, c'est exaltant sa vision, ce monsieur sur son cercle arctique qui entend ressusciter le mammouth, mais quelque part, les éléphants, les mammouths sont des animaux sociables. Les derniers mammouths sont morts il y a 4000 ans, et imaginez qu'un mammouth puisse être mené à bien par une éléphante d'Asie. C'est quoi qu'il soit hybride d'éléphant d'Asie et de mammouth à travers un ADN congelé, ou qu'il soit purement mammouth avec une mère porteuse, ça posera la question de savoir dans quel type d'écosystème il peut évoluer, parce que le mammouth faisait sens dans des relations à des écosystèmes. Donc l'idée de prendre un gros animal et de le balancer dans un écosystème qui n'a jamais été le sien, sans aucune des relations sociales qui étaient la sienne et qui assurait la survie de son espèce, c'est un pari. On l'a déjà fait, hein. On a lancé des dromadaires dans un nouveau milieu qui est l'Australie, et après tout, ils s'y sont adaptés, ils sont revenus à l'état sauvage, ça peut peut-être se faire, mais on va devoir jouer les apprentis sorciers. Donc Zimov illustre particulièrement bien cet aspect-là, c'est-à-dire que nous sommes allés presque trop loin aujourd'hui dans l'impossible, l'impossible étant de faire survivre décemment 10 milliards d'humains sur une planète qui se réchauffe. Et ça oblige vraiment à repenser tous les fondamentaux, et surtout les fondamentaux de nos relations aux écosystèmes. Je propose donc une dernière question. Vous avez levé la main? Non? Moi je suis tenté, oui. Allez. Apprivoiser l'humain, est-ce que ça peut aller jusqu'à limiter la population humaine? Alors oui, mais la méthode la plus efficace, c'est l'émancipation féminine, l'accès à l'éducation des petites filles et la lutte contre les idéologies rétrogrades qui entendent subordonner la femme à l'homme. Voilà. La meilleure façon de lutter contre une démographie explosive, c'est la progression d'un niveau de vie homogène le plus possible, et l'accès à l'éducation des femmes et l'accès au planning familial des femmes. Voilà. Et quant aux mesures coercitives de contrôle de la population, ça n'a jamais marché. En Chine, soit on tuait les petites filles parce qu'on voulait des garçons, soit on planquait les petites filles. Bilan, quand ils ont fait un recensement vraiment complet, 17 ans après la mort de Mao, qui avait eu cette idée dingue de limiter les naissances à un enfant par foyer, ils se sont rendus compte qu'il y avait 80 millions de naissances non déclarées. Voilà. Donc ça ne marche pas. Les gens ne sont pas d'accord avec l'idée qu'on s'introduise dans leur vie privée, y compris en Chine, où on pense que tous les gens sont dociles. Voilà. Donc vous imaginez le résultat en Afrique, qu'on leur explique, ben voilà, les Européens, ils vous ont déporté en Amérique, ils ont limité votre démographie pendant 4 siècles, et maintenant vous n'allez pas faire d'enfants parce qu'ils ont émis beaucoup de gaz à effet de serre. Je ne suis pas sûr que le discours soit très bien reçu. Eh bien, merci Laurent. Donc un immense merci à Laurent, un très grand merci aussi à l'Esprit Libre. Donc là on a un entracte de 10 minutes, parce que par contre pas un grand merci pour moi parce que j'ai très mal introduit l'événement de la soirée, puisqu'en fait elle est en 2 parties et que j'ai pas du tout introduit la deuxième partie. Donc c'est les espèces par million, comme l'a dit Laurent. Donc là il y a un entracte, on va dire, de vraiment 10 minutes, et qui permettra à vous de regarder les titres et éventuellement de gratter encore une ou deux questions à Laurent. Et après, en fait, l'idée de la soirée, c'est de penser global.
comme le propose Laurent, et d'agir local. Et c'est là où je me suis tourné vers les espèces par million, qui est une association qui réfléchit sur les enjeux que peut être la biodiversité en milieu urbain, et en l'occurrence Lyon. Et c'est ce qu'elle m'a proposé tout de suite après. Donc, évidemment, restons ensemble. Il fait froid, mais en chaleur humaine, c'est ça. À tout de suite.